d'habitude, je ne sais pas, pour essayer de soutenir, comme tu as dit, cette problématique. C'est toujours très très différent. Voilà, je la parole à la salle, prenons le temps de discuter. Hein. L'important dans le colloque, c'est évidemment la discussion, même si on ne rencontre pas exactement le schedule ou le horaire. Bon, il faut chauffer un peu la salle. Et ça croise un petit peu ce que je vais dire après, inévitablement. Donc, notamment ce très curieux cours de mars 76, qui est le dernier du séminaire Il faut défendre la société, et qui pour moi, c'est vraiment un apax pour moi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va dans le même sens, dans la volonté de savoir, c'est très bref, mais là vraiment, c'est là que Foucault formule cette notion de biopolitique. J'en parlerai dans 20 minutes, là, quand je ferai mon propre topo. Là, il invente la notion. C'est très intéressant, une notion surgit dans une pensée. Quelque chose de pensée, et elle implique toujours, et on voit très bien ça chez Foucault, hein, quand on découvre tout à coup la notion de discipline dans son 13-14, et là tout à coup en 76, quand elle introduit le pouvoir, 2 ans plus tard la gouvernementalité, ça entraîne aussi un remaniement des catégories, des analyses précédentes, parce que la nouvelle notion, elle cherche à se faire place, tu vois, à se faire un trou dans une problématique déjà existante, et donc les cartes sont rebattues. Et je trouve que c'est vraiment le texte clé, quoi. Ouais, alors, moi ce qui fait problème, et ça on en discutera sans doute encore tout à l'heure, je vais en parler, c'est ce fameux renversement du biopolitique en thérapie politique. C'est vraiment le point le plus difficile à penser, le plus intéressant, le plus énigmatique. Hein. Je pense que tu as raison, bon, ça fonctionne comme un passage à la limite. Ça permet rappeler ça, c'est certainement pas inutile, ça permet d'éviter un discours, une sorte de lamentation, enfin de plainte qu'on entend très très souvent. La droite comme à gauche, c'est pas un problème politique encore, ça a des conséquences politiques précises. Hein. Notamment une volonté aussi, un appel à serrer les rangs autour de l'État existant, à renforcer l'État de droit par tous les moyens, à en appeler à un gouvernement d'ordre pour empêcher les groupes extrémistes de prendre le pouvoir, etc. Mais c'est cette espèce de lamentation de lamento qu'on entend très souvent, sur lequel la persécution serait là, serait là à nos portes, toujours menaçante, toujours possible, toujours prête à éclater, à déferler, le ventre encore fécond, sorti de la bête immonde, etc. Fait que il arrive, et ça m'arrive aussi, et ça nous arrive beaucoup, hein, face à certains phénomènes. Là, je pense à la réaction d'inquiétude, voire d'angoisse que j'ai eue face au premier jour de colère. J'en ai parlé à certains d'entre vous déjà. Là, à la fin janvier, tout à coup, on a vu 20 000 personnes se rassembler à Paris. 20 000, c'est pas rien quand même, défendant des positions, scandant des slogans anti-maçonniques, anti-juifs, antisémites, homophobes, etc., avec une sorte d'amalgame de toute une série de groupes intégristes catholiques, islamistes, pro-Dieudonné, nationalistes, identitaires, etc. Et moi, j'avoue qu'à l'époque, c'était à peine 2 mois, j'ai réagi de manière très... J'ai perdu mon calme, ce qu'on n'arrive pas toujours, quand même. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Il y a un processus en route. Certains savent qu'ici, à Strasbourg, on va se mis en mouvement, on a créé un collectif, on était dans la rue, etc. Ça me paraît une bonne chose. Hein, c'est très important d'être vigilant. Mais le temps passant, et le second jour de colère s'avérant un fiasco total, ça fait un pchit absolu, ils ont rassemblé quelques dizaines de Ruberlus et là, on se dit effectivement le phénomène était plus complexe que ça. Le glissement se produit peut-être ailleurs, du côté de Marine Le Pen plus que du côté de Soral. Voilà, ça pose la question des rapports entre ces 2 pôles. Et ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est très important de marquer que le mode de gouvernance, une gouvernementalité de nos sociétés n'est pas une gouvernementalité à la terreur. Le fascisme n'est pas à nos portes à chaque instant, on n'est pas en voie de fascisation, la persécution ne menace pas à chaque instant, et pourtant, parce que c'est le pourtant qui est intéressant, et qu'il faut avoir en vue, et pourtant, il y a ce que tu appelles des passages à la limite, des événements ponctuels, des calculs de type persécutif. Mon exemple type, c'est les Roms. Je pense aussi à ce que tu as fait un texte que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur la souveraineté furtive. C'était dans le livre il y a quelques années, il y a 6-7 ans, où tu parlais des centres de rétention, hein, qui ne sont pas des centres de détention juridique, ce n'est pas des prisons, c'est des centres de rétention administrative, donc les héritiers sans aucun doute des maisons de force classiques.
et de l'arbitraire presque total qui s'y exerce sur les étrangers dits en situation irrégulière, dont le temps de rétention s'allonge démesurément, dont on essaie par tous les moyens d'entraver les avocats ou les personnalités de la société civile qui pourraient venir les visiter, etc. Et tu en parlais comme une souveraineté furtive, c'est-à-dire que l'exercice de la souveraineté dans ses aspects discriminants, désignation d'ennemis, etc., mais ponctuel, furtif, centré sur certains lieux extrêmement limités, mais qui existent et qui sont là. Et il y en a près de tous les grands aéroports, ou moins petites, toutes les grandes villes. À Strasbourg, c'est Gespolsheim, comme vous savez, tout près d'Ensheim. Le centre d'attention existe toujours, personne ne s'en émeut. Voilà. Donc c'est un petit peu la situation des deux qui est intéressante. Hein. C'est essayer d'éviter l'hystérie tragique disant que le fascisme est à nos portes, et en même temps de ne pas tomber non plus dans l'optimisme béat disant ça y est, nous sommes dans le règne joyeux de l'état de droit, la démocratie triomphante, où tout ceci appartient au passé. Et c'est très dur de tenir d'éviter les deux et de tenir l'espèce de crête entre les deux. Donc de penser le caractère furtif de ces retours à la souveraineté, calculés et néanmoins jamais totalement calculés, marginaux et pourtant importants, avec les déplacements que ça peut produire. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, en période de crise, même si le terme de crise, ça on pourra en discuter, parce que la démocratie moderne, au fond, est toujours en crise. De toute façon, c'est constitutif de ce mode de gouvernement, de la mentalité. Je dirais que c'est l'imaginaire, c'est désigné comme toujours en crise, de toute façon. Ça peut s'étendre, ça peut se développer, ça peut se radicaliser, ça peut prendre des formes tout à fait inquiétantes et lourdes. Voilà, c'est le point. Donc, par exemple, que se passe-t-il aujourd'hui en Crimée ou en Ukraine? On peut aussi poser la question de ces termes-là. On voit très bien qu'on tout à coup des tensions qui existaient depuis la nuit des temps, mais qui semblaient compatibles avec une existence relativement pacifiée, tout à coup se radicalisent. Les gens soufflent sur les braises, en début d'intéressés, etc. Mais ça tend à devenir incontrôlable. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un petit peu le problème très difficile et que tu essaies de pointer. Voilà, je sais pas. Moi j'avais une question, d'autant que je ne connais pas du tout la réponse, mais je voudrais savoir si je suis. C'est une bonne question, c'est la meilleure question. C'est beaucoup de questions, mais on a la réponse. C'est qu'est-ce que. Parce que, bon, sur la question de l'idée de persécution, qu'est-ce qui va distinguer ce qu'on va appeler, disant une population, une persécution, comme un mode de domination ou de relégation, par rapport à d'autres modes de domination? Si on pense par exemple au traitement pénal de la misère ou au traitement des Noirs, des jeunes Noirs aux États-Unis pour aller en prison, est-ce qu'on va appeler ça de la persécution par exemple? Est-ce que la relégation scolaire des fils d'ouvriers dans les banlieues françaises, c'est une persécution? Donc la question que je pose, c'est quelle est la différence entre persécution et processus de marginalisation? Est-ce que c'est lié à la question de d'une intention, de stigmatisation par rapport à un effet systématique qui n'est pas voulu comme tel? Donc, si on fait une analyse sociale des groupes minorisés, exclus, dominés, est-ce qu'il y a une spécificité de la persécution par rapport à d'autres mécanismes de relégation? Et on pourrait très bien dire que le pénal américain persécute les jeunes noirs, après tout, on pourrait très bien l'imaginer, mais justement, on ne dit pas. Donc, quelle est la différence entre ça et le traitement des Roms, par exemple? Comment est-ce qu'on pense, qu'est-ce que c'est que la persécution par rapport à la logique du monde social? Est-ce que les fous sont persécutés, par exemple, quand ils sont à l'asile? Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Donc, je n'ai pas la question. On ne peut pas donner de réponse d'autorité. On ne peut donner que faire des propositions, puisque, bon, après tout, ou sinon renvoyer au dictionnaire, quoi, la définition du mot persécution. Je dirais pour l'utilité du débat ici, c'est-à-dire la mise en rapport du terme persécution et de la persécution en tant que geste avec le travail de Foucault et avec les concepts majeurs qui s'agencent dans la constellation, disons, pouvoir, gouvernement, gouvernementalité, etc. Donc pour aller dans ce sens-là, je pense qu'on devrait insister sur le fait que ce qui caractérise la persécution en propre, et donc la distingue d'autres gestes, de mise à l'écart, de partage, etc., c'est qu'elle vise à exténuer le vivant. Elle vise à exténuer le vivant. Ça peut être sous différentes formes, comme tu l'as mentionné, ça peut être sous une forme où l'immunité du vivant est remise en cause sous la forme, disons, d'une violence exercée sur les corps, pouvant aller jusqu'à donc la mise à mort, les sorcières, etc. Mais ça peut effectivement prendre d'autres formes
tels que le harcèlement, par exemple. On va harceler des corps jusqu'au point où ils vont péter les plombs, et ceci et cela, c'est eux-mêmes qui vont devenir violents, et donc on aura de bonnes raisons pour leur taper dessus, etc. Bon. Mais je dirais que ça serait ça l'idée, c'est cette idée d'une exténuation, c'est-à-dire qui n'est pas simplement, donc qui ne se réduit pas au fait d'un traitement spécifique séparé, ou de gestes de stigmatisation, de mise à l'écart. Donc de ce point de vue-là, je dirais l'ordinaire de la condition carcérale ou pénitentiaire dans nos sociétés, on dira que ça n'est pas, la persécution n'est pas sa finalité. Ça peut, évidemment, on va trouver des situations où il y a de la persécution, c'est-à-dire là où il y a des matons particulièrement, disons, agressifs, bestiaux et tout ce qu'on veut, bon, il y aura des formes de persécution. Mais disons, ça n'est pas, le terme, on ne peut pas subsumer la totalité de ce qui est l'enjeu de l'enfermement pénitentiaire sous le terme de persécution, par exemple. Parce que sinon, tout est dans tout, et tout ça n'a plus beaucoup de sens, quoi. Bon, on a intérêt, je veux dire, on a intérêt pour la clarté du débat à donc réduire le terme persécution, enfin réduire la voilure du terme persécution et à ne pas l'employer de façon extensive. Par rapport à ce que disait Jacob, alors je crois que vraiment ce qui est au cœur de l'approche que Foucault propose, notamment dans le texte que tu mentionnais, donc dans ce dernier cours sur le racisme, l'idée c'est que entre la biopolitique et la thanatopolitique, il n'y a pas une séparation vague, il y a une membrane. Et que la membrane, elle est poreuse. Elle est nécessairement poreuse. Et que donc, y compris dans ce qui constitue les fondamentaux du faire-vivre, de la biopolitique entendue sous son versant positif, on va toujours retrouver quelque chose comme l'ombre portée ou l'élément d'un retournement possible du côté de la mort. Bon, alors tu as raison, c'est une chose qui, quand on lit ce cours, parfois, il va fort, c'est un peu asséné, etc. Quand il dit, bon, le geste colonisateur, fondamentalement, c'est un geste qui inclut la pleine dimension d'une thanatopolitique. Alors, du coup, on peut se rassurer avec des arguments historicistes en disant, ah bon, mais on n'est plus là-dedans. Mais si on lit attentivement Foucault, c'est pas comme ça qu'on va s'en tirer. Parce qu'on va dire au contraire, bon, d'accord, on n'est plus dans cette séquence, il y a des séquences historiques, entendu, mais le geste persiste, le geste se perpétue. Donc certes, on n'est plus, disons, dans la déperdition massive de la force de travail, le travail forcé, qui construit les lignes de chemin de fer en AOF, bon, là, ces épisodes sont connus, ce que décrit Gide, par exemple. Dans son voyage au Congo, dans le récit de son voyage au Congo, d'accord, on n'est plus là-dedans, mais si on cherche bien, et si on travaille en termes généalogiques là-dessus, ce geste, on va le retrouver. On va le retrouver où, par exemple? On va le retrouver dans la bavure policière. La victime élective de la bavure policière, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, étant plutôt, en général, un bronzé oui, statistiquement, oui. Et présentant cette caractéristique d'être impuni, c'est-à-dire donc d'être une grimace du geste du souverain. C'est pas un crime, ça n'est pas un crime. Voilà, donc les continuités vont se manifester comme ça, elles vont se déplacer, ou bien quand on a, disons, la fameuse intervention vertueuse au Mali pour préserver l'État démocratique malien, on voit que on nous dit deux choses. On nous dit, bon, d'une part, ces islamistes, là, l'ACMI, etc., c'est vraiment pas des gens très fréquentables parce qu'ils embrigadent des enfants. Bon. Et d'autre part, deuxième fait, il n'y a pas de prisonniers. Il n'y a pas de prisonniers, ou quand il y en a, on les remet à l'armée malienne, mais bon, c'est pas terrible. Donc, ça veut dire qu'on tue des enfants à l'occasion. Ça veut dire qu'on tue des enfants et hors champ, parce que c'est dans un hors champ, donc on peut le faire. Il n'y a rien pour en rendre compte. Il n'y a pas de témoin. Voilà. Donc là,
il y a quelque chose de ce que décrit Foucault dans ce dernier cours qui se poursuit. Mais comme tu rappelais tout à l'heure, qui se poursuit sur un mode spécifique qui est la furtivité, qui n'est plus donc exposé, qui ne peut plus être revendiqué, qui ne peut plus être légitimé, donc il va devenir furtif. Mais ce qui est, je crois, essentiel dans la perspective de Foucault, c'est l'obstination d'un geste. C'est la façon dont un geste s'obstine en tant que geste obscur, précisément. Et ce qui est très difficile à définir, à décrire, aux conditions même de Foucault, c'est comment ce geste obscur vient s'incruster dans le temps du gouvernement qui fonctionne à la rationalité. Bon, il y a des textes de Foucault où il dit attention, sur des textes où chaque fois il met le bémol sur ce que c'est que le rationnel, entendu du côté du gouvernement, des vivants. Rationalisation, bon, il y a des discussions, des éléments de discussion avec Max Weber, des choses comme ça, c'est très intéressant. Bon. Donc il faut toujours mettre des guillemets. Mais la combinaison, néanmoins, la combinaison, les noces du rationnel et de l'obscur sont contre nature. Voilà. Mais Foucault en rend compte. Enfin, Foucault le pose devant nous. Après, c'est à nous d'en faire ce que nous voulons. Là, ce qui est amusant, c'est ça quand même. Je voulais te dire tout à l'heure. C'est quand même formidable que Jacob se soit fait piéger, parce que le mec que vous avez là, c'est pas Foucault, c'est un imitateur. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ce qui montre l'extraordinaire, quand on commence à être imité comme ça, c'est qu'on a gagné. Là, il a imité vraiment. Voilà. C'est drôle. Des vrais Foucaldiens, là, ça, c'est la différence entre Félicitia et Razing. Un vrai Foucaldien ne serait pas ici. Je suis sûr que Lucas ne serait pas fait prendre. Hein, Lucas? Tu la connais, voilà. Ça, c'est drôle. C'est des mots dadaïstes, ce colloque. Oui. Jean-Baptiste Emmanuel qui l'avait fait remarquer il y a quelques jours, à la grande consternation. Bon, c'est pour le problème d'Internet et ce qu'on trouve sur Internet, avec Pierre Média. Non, on va dire que c'est du second degré, voilà. Absolument. Bon, Lucas, peut-être. Je suis d'accord avec toi sur tout, pratiquement. Sur l'analyse qui est fait, vraiment, la porosité entre le pouvoir et pouvoir, l'effet que le racisme fonctionne comme une technologie de pouvoir, donc effectivement un partage, etc. Ce que je ne comprends pas par rapport à l'économie générale de ton discours, c'est vraiment le dernier exemple japonais. Parce que je ne comprends pas comment cet exemple-là s'articule en fait en stratégie gouvernementale, en technologie gouvernementale. Il me semble que là, il y a comme un geste qui pourrait être hors du temps, pratiquement, qui est un geste de la persécution, qui aurait pu être le même 3 siècles avant. Comment tu l'articules au régime de gouvernementalité biopolitique, si des gens peuvent parler d'un régime de gouvernementalité biopolitique au Japon? Donc, comment. Alors, oui, ça c'est un point intéressant. Bon, je pense, oui, vraiment, enfin, le Japon, nous, on n'a pas travaillé là-dessus, hein, mais c'est le peu qu'on peut savoir, le Japon entre dans la biopolitique très tôt. De tout allez-vous, c'est avant chez nous, hein, pratiquement. Oui, ça comme ça, hein. Ça ne règle pas le problème. Bon, donc ça, si je pense que là, on pourrait l'argumenter facilement. Et ce que je veux dire, c'est très simple, c'est que, oui, les persécutions dans des sociétés modernes comme les nôtres, etc., on voit bien, quoi, sur cet exemple-là, que massivement, ça peut envahir l'espace dans un moment d'effondrement. Il y a une irrégularité massive, majeure, quoi. Donc là, dans la région du Kanto, l'autorité disparaît à cause de l'effet dévastateur du tremblement de terre. Donc c'est là, dans cette espèce d'entonnoir, que le pas de la persécution vient. Mais on peut en analyser, et c'est pour ça que j'insiste sur le rapport colonial avec la Corée, on peut quand même montrer d'où ça vient, quoi. Donc il n'y a pas de raison dans tout ça, mais il y a des enchaînements. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est la façon dont l'État va jouer sa partition dans ce moment de crise extrême, où l'espace social et où les têtes ont été colonisées par l'esprit de persécution. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, l'État ne va pas intervenir sur le mode vertueux, pacificateur. Il va jouer son jeu, et dans un premier temps, il va jouer son jeu en essayant de tirer son épingle du jeu là-dedans. C'est ça qui est fascinant.
Parce que moi, ça m'intéresse par rapport au phénomène des tondus à la libération, parce que là, j'y trouve l'équivalent exact. Bon, on dit, nous, évidemment, dans notre mémoire nationale, on dit c'est la parenthèse dégueulasse, ça a duré, heureusement, ça n'a duré que quelques semaines, pendant lesquelles on a tondu des femmes, bon, mais c'était des faux résistants, qui est que, etc., etc. Mais pas du tout. Je ne parle pas seulement du caractère systématique de la chose, je parle du caractère fonctionnel de la chose. C'est ce qui a permis d'éviter la guerre civile. On a canalisé la guerre civile sur la tête de ces femmes. On a transformé ça en rite de persécution, on a élaboré ça en rite de persécution. Et je peux te présenter quantité de photos où tu vois les gendarmes accompagnant les tondeurs et les tondus sur le lieu, sur la place centrale du village ou de la bourgade, où le rite va avoir lieu sur une estrade. Hein, et les gendarmes ils sont là. Donc l'État joue son jeu là-dedans. L'État va tirer parti des persécutions pour que ça baisse les tensions et pour qu'on aille vers un rétablissement de l'ordre au moindre coût. Donc on peut parler de ça bien sûr en termes de bouc émissaire aussi. Donc l'État va se saisir du geste et après il va faire son boulot. Son boulot c'est quoi? C'est de reprendre le contrôle de tout ça, évidemment. Mais donc voilà, c'est en ce sens-là, tu vois, que j'introduis cet exemple coréen là. Juste un petit mot avant de donner la parole à nouveau. Moi, il y a un truc qui m'a fait, parce qu'on reparle du Japon, là, c'est un truc qui m'a fait sursauter, c'est qu'ils empoisonnent les puits, mais aussi ils marquent à la craie les maisons. Parce qu'ils empoisonnent les puits, bon, ça c'est la rumeur qui ressurgit. Alors, au XIVe siècle, on dit les lépreux empoisonnent les puits pour contaminer les non-lépreux de leur donner la lèpre, massacre les lépreux. 50 ans plus tard environ, rebelote, c'est la grande peste, les juifs empoisonnent les puits. Et j'ai vraiment trouvé un témoignage dans Vigarello. Vers 1830, le grand choléra frappe Paris et la France. On dit des gens empoisonnent les puits. Non, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'huile. Mais des gens empoisonnent les puits. Donc là, quelque chose de récurrent, puis c'est intéressant parce que c'est le Japon, c'est très loin. Ils n'étaient pas au courant, certainement, de la grande peste. Donc là, il y a quelque chose qui est l'ordre d'un schème, moi j'appelle ça des schèmes maintenant, qui est transhistorique, transculturel. Alors ça, c'est pas très foucaldien, je reconnais, mais il y a quelque chose qui ressurgit comme ça dans une période de crise, et qui est l'ordre d'une très ancienne hantise. Quelque chose de très très ancien. Moi, il y a un passage d'Histoire infinie qui m'a toujours impressionné, c'est quand Foucault dit, bon, le nouveau partage qui sépare à l'intérieur des maisons de force les fous et les autres, qui entraîne l'essence de l'asile, c'est une ressurgence de l'ancienne hantise à lèpre. 4 ou 5 siècles après que la lèpre ait disparu. C'est pas sûr que ce soit vrai, je ne sais rien, mais c'est l'idée qui est intéressante. Hein. Comment une hantise, mais séculaire, qui était semblée disparue depuis la nuit des temps, peut ressurgir à travers la discontinuité. Là, c'est le contraire de ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est pas la continuité qui est le phénomène de discontinuité, c'est le contraire. On a l'impression qu'il y a eu discontinuité, mais de très anciens schèmes ressurgissent et s'imposent. Et ça remet en question beaucoup de choses, y compris certains aspects de la pensée. Un certain historicisme qui a aussi parfois. Voilà, parce que les Japonais aussi, quelque part, mettent quelque chose dans la pureté de l'eau, qui fait que, bon, dès que ça surgit, le fait de marquer à la porte les gens qu'on va assassiner, tu vois que Saint-Barthélemy, mais il y a plus ancien encore, c'est la fête de Pâques, la fête juive, où on met le sang de l'agneau sur la porte pour que l'ange du Seigneur n'extermine pas les enfants d'Israël et se contente de massacrer les premiers d'Égypte. Il faut voir la rumeur, ça renvoie surtout de très très anciennes rumeurs, multimillénaires là pour le coup, mais il y a vraiment un geste qui se répète. Et ça c'est très intéressant. Mais bon, écoutez, leur tour, je vous vois 4 questions, 3. Il y a Jean-Claude là, 2 personnes là derrière. Okay. Et quelqu'un d'autre encore? Ah oui, Patrick. Bon, Jean-Claude peut-être. Après, on va peut-être arrêter là pour pouvoir passer au suivant, c'est vraiment. On ne peut pas prendre trop de retard quand même. Jean-Claude, oui. Ou alors on regroupe les questions. Oui, on va écouter les questions. Bon, écoute, on regroupons les questions, puis Alain répondra de manière ciblée, condensée. Donc Jean-Claude, peut-être. Oui, je voulais juste dire, si au lieu d'avoir à l'esprit l'exemple de la France et de ses Roms, on pensait à la Grèce d'aujourd'hui, on peut aussi, examiner ce qui s'y passe. Donc l'alliance de la rationalité de la Commission de Bruxelles qui gouverne en fait la Grèce et de l'obscur de Aube-Dorée, par exemple. Ça paraît encore plus clair qu'en France. Hein. C'est peut-être le destin de la France et des autres pays, mais pour l'instant, le processus le plus avancé, c'est celui-là. Là, le rationnel et l'obscur, ils sont vraiment main dans la main.
c'est pas une question. Quoi. Là, j'ai pas besoin d'aller. Il n'y a rien à dire. J'aime bien l'obscur de l'aube dorée, ça c'est une belle formule, un bel oxymore, mais. C'est un obscur très éclairé. Moi, c'est pour suivre la question précédente, en fait, sur l'origine de la persécution. Parce que, effectivement, dans l'intervention, dans le début d'intervention, en fait, vous dites que le racisme est une technique du gouvernement. Et puis, effectivement, avec l'exemple japonais, enfin, de la persécution des Coréens par les Japonais, vous montrez que c'est par le sentiment de culpabilité que les Japonais ont qui va entraîner en fait la persécution. Et donc dans l'exemple japonais, on a l'impression que c'est plutôt de l'ordre de l'individu, le sentiment de culpabilité de chaque japonais envers les Coréens, par répercussion entraîne une violence envers eux, comme pour se décharger d'une trop forte responsabilité, la responsabilité de la souffrance de l'autre, on peut rejoindre cette définition, mais je voulais savoir, alors le lieu de l'origine de la persécution, c'est-à-dire est-ce que c'est au sein de l'individu, en fait, que déjà il y a ce sentiment de vouloir exercer une violence sur l'autre en le servant du bouc émissaire, qui va être constitutif peut-être de l'État et de la collectivité, comme René Girard pourrait peut-être dire cet enjeu-là. Et donc, c'est que dans une deuxième phase que le gouvernement utilise ce racisme finalement des citoyens pour ses propres fins, ou est-ce que c'est dans le collectif étatique que se manifeste originairement